So I am in fact delighted to have you all in the studio around this table for a cordial conversation or a convivial conversation in order to share, in order to commemorate this day, the 8th of March. I think it's the day that Cameroon celebrates the site. So amongst us here, I am Eveline Angonwi. I am President of CAMAB Women and Vice President of the African Union of Line. And so I initiated this conversation. And next to me, by my right, we have Mr. Serge Adjeme. Or Doctor. Serge Adjeme. I am a lecturer at the Higher Teachers Training College, École Normale Supérieure of Yaoundé, in history, Department of History. Thank you for coming. I'm a visual impaired person. Yeah, that for sure. For a long time. I'm visually impaired myself, and just across the table we have Madame Claude Marie. Let her present herself properly. We are speaking the language that we master best. So Claude, you can speak in French if you like. Okay, thank you. Je suis Claude Marie Efouba. Je suis déficiente visuelle, secrétaire générale de la dynamique des aveugles et des malvoyants intellectuels du Cameroun, agent de poursuite à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Caisse nationale de prévoyance sociale, CAMAB. Thank you, Claude, for that presentation. I think you can all notice or observe that she has some problems with her voice. So she's convalescent, recovering from an operation she had with her voice. Let me say it so. And the vocal tract. And so next to her we have our social worker for Yaoundé 7. And so I am really delighted to have her here. So Madame, can you present yourself for us? Okay, thank you for giving me the floor. I am Dr. Mrs. Ndi Loveling. And Mrs. Ndi Loveling. Okay. An inspector of social welfare, presently the chief of social center Yaoundé 7. I'm also a lecturer at the Pan-African University Institute of Development. I'm the lecturer of CEFOA, Centre de Formation des Auxiliaires de Vie Sociale. I'm also a lecturer at Cette, a special education teachers training institution. And so, thank you for calling me to come and participate in this sensitization program with respect to the commemoration of the World Sight Day that is usually commemorated in Cameroon on the 8th of October. all right. Thank you. The theme in Cameroon this year is Love Your Sight. Love Your Sight. And so it talks on its own. Most of us here, we are visually impaired, but we have one-sighted person. And so those of us who have lost our sight want to tell those who can see how blessed they are, because we have a lot of trouble when we don't see. And so we simply want to discuss the common things that happen to people for them to lose their sight, and those things usually those who see don't know that it is very dangerous for their sights. And so the floor is open to any person who can want to share either a personal experience or some knowledge about the problems people might find on their way as accidents during their life. So if anybody has anything to say, Mr. Adjeme, can you tell us a little about the sites and the trouble people can find
in life with their side, please? In general. Yes, in general for sure. Ok. Bon, merci de me passer la parole. Alors, il y a plusieurs causes de cécité, plusieurs causes de troubles de la vision. On peut avoir les décollements de la rétine, il y a les problèmes de la cataracte, on a le glaucome, on a différents, il y a même le diabète, certains diabètes qui peuvent causer la cécité, à travers plusieurs maladies, même la rougeole, hein. Toutes ces maladies-là peuvent causer la cécité. Bon, il y a aussi la pauvreté des aliments en vitamine A. Hein, vous savez que dans nos villages, dans nos traditions, parfois on a des bouillies là, des repas que l'on fait qui ont été tellement chauffés, tellement tournés que on ne retrouve plus, on retrouve une faible portion en vitamine A. Donc tous ces éléments-là peuvent donc causer la cécité. Je ne vais pas oublier les accidents domestiques. Hein, ça peut être dans les jeux, les enfants qui jouent, qui donnent des coups de poing, qui jouent avec des objets pointus. Cela peut faire certains enfants peuvent avoir des yeux crevés ou ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand on parle d'aimer notre vue, j'ai aussi oublié l'exposition aux écrans. Vous savez, avec les téléphones portables, il est souvent déconseillé d'utiliser son téléphone portable dans une maison totalement obscure. C'est-à-dire qu'on a peut-être coupé le courant dans la maison, vous continuez à utiliser le téléphone portable, ce n'est pas conseillé. Donc les reflets du téléphone abîment plutôt la vue. Donc maintenant, on peut aussi relever la négligence. La négligence, souvent chez nous, quand on a des picotements à l'œil, tant que ce n'est pas grave, on ne va pas voir son ophtalmologue. C'est vraiment quand on constate que c'est assez, la vision est presque finie, qu'on a le courage ou on a la volonté d'aller voir un ophtalmologue. Donc, voilà un peu résumé des principales causes de la cécité, de la survenue de la cécité. Merci. C'est quelque chose à ce que Dr Serge Adjeme a dit tout à l'heure, que parmi les causes, il y a des causes héréditaires ou congénitales, si on peut dire. Okay. Je le dis parce que moi-même je suis victime de cela. Et je pense que c'est peut-être une façon de sensibiliser aussi ceux qui nous écoutent sur la nécessité du dépistage, sur la nécessité du suivi médical. Pourquoi? Parce que dans mon cas, par exemple, les deux parents n'ont pas de problème de vue, ils sont des porteurs sains. Mais malheureusement, se mettre ensemble directement, ça a créé ce problème de dystrophie cornéenne. Nous sommes 3 sœurs à avoir le même problème. Et je pense qu'en dehors de la dystrophie cornéenne, nous avons aussi d'autres types de maladies congénitales qui peuvent être à l'origine de la cécité ou du moins de la faible vision. C'est vrai que c'est un peu, on dit comment, un peu compliqué parce que comment est-ce que je vais dire? Yeah, heredity illnesses. And there's no certainty about science that because the two parents had a visual impairment issue, there's an automatic analysis that the offspring will have it. They are hereditary, and there's a probability that they can put to birth children who do not have those hereditary traits, and there's also a possibility that they might have it. The two parents might not have been together, but maybe they went and got married to other partners. But in the course of it, maybe the other partner has a dominant trait that will not pronounce on the child, and vice versa. But without, beside that, there are other things that the society has to take into consideration in order to prevent
illnesses that can cause us to lose our sight to blindness. For example, I, like a person who is working in the government, I'm calling the government attention so high with respect to sicknesses that can lead to blindness. For example, we have health institutions distributed all over the territory, but you can bear with me that at the peripheries, there are health institutions that do not have specialists like ophthalmologists. Even some of those health institutions, the ones that we find in the center, they don't have a technical platform that can diagnose certain, that can even treat or diagnose certain diseases of the eye. That is why most often you see some of complicated cases, they have to fly them in abroad. But if those complicated cases, they don't have the means to go to abroad, automatically they will die with their sicknesses and consequently they will become blind. So the state, in order to prevent or to make the population to love the eyes, they need to install ophthalmologic services in all health institutions, even those at the peripheries. All right, thank you, Madam, for that very out here, and that is very important to us. We have traditional gin, traditional drinks that in Cameroon has been the cause of a lot of people losing their sight and even losing their lives. We know in Cameroon, when somebody is preparing for his wedding, for example, he prepares a gin, and usually they keep that gin in certain conditions that are not made, that are not proper. They are not proper, and so by the time they're celebrating their marriage, then they remove their drink they kept, and instead of celebrating marriage, they go and celebrate death, because we know recently in Bamayo, there is a couple who came for their marriage, but I think they lost about 9 people in that celebration because they had this drink that was not good. And we can still remember also of the case in the East Province where people died from drinking such drinks. And so this is another time to sensitize the public and even those who have the habit of taking such drinks, that is usually, it is very dangerous, and we lose our sight from it. And alcohol in general is not very good for the eyes. So if we love our sight, we should be very careful about the kind of alcohol we are taking, because you might have a chronic disease like diabetes, and your nerves are already in problem. And then you go and take one strong alcohol that will come to just destroy your eyes completely. So this is an opportunity really to sensitize our people on the kind of hygiene or the kind of care they should take in order to keep their sights. Because those of us who have lost our sight, we really wish we could see like other people. And if you have your sight, then you should keep it. You should take care of it. So thank you people for sharing this. But we want to say those who have lost their sight like us, is it finished for us? Is it as if there is no issue for us? Maybe Claude Marie, you can tell us, as we know you had the problem since when you were a child, and so has it been finished for you? Can you tell us about rehabilitation and how you have managed to be where you are today? Thank you for your question. La vie, effectivement, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de beau, parce que grâce à la vue, on peut se déplacer, on est autonome. Grâce à la vue, on peut lire à distance. Vous savez, il faut perdre la vue pour se rendre compte que c'est important. Hein? Parce que ce que quelqu'un d'autre est obligé de vous lire, quand vous voyez à distance, vous lisez, vous savez de quoi est-ce qu'il est question. Vous pouvez faire votre scolarité sans problème, c'est beaucoup d'avantages. Mais comme Eveline disait, est-ce que lorsqu'on a perdu la vue, tout est fini? En fait, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, même si la vue, l'absence de vue ou la faiblesse de la vue nous coupe
des autres, où nous faisons avoir une certaine déficience, il y a quand même des possibilités que nous avons. Et c'est cette possibilité-là que nous appelons réadaptation. La réadaptation peut être aussi bien au niveau médical, aussi bien au niveau social, aussi bien au niveau de la religion. Je pense qu'on parle beaucoup de la réadaptation parce que c'est... Disons, dans la réadaptation, on mettrait ceux qui ont moins de côté. La société serait obligée de les laisser de côté. Mais avec la réadaptation, on a l'occasion de retrouver le cap avec tout le monde. Et pour moi, chaque fois qu'on parle de réadaptation et que nous sommes face à, que ce soit des malades, que ce soit des personnes handicapées, dans notre cas, dans le cas de la vue, la réadaptation pour moi commence au niveau de la personne même, c'est-à-dire de l'acceptation. Pardon. Parce que si on n'accepte pas déjà sa situation, on a du mal à oui, voilà, avoir l'esprit ouvert, quoi, à savoir que c'est possible de faire autrement et de pouvoir s'en sortir avec. Dans la réadaptation, on commence par l'acceptation même de la personne qui est touchée. Je prends toujours ma situation parce que moi, je ne suis pas complètement aveugle, je suis malvoyante. Et j'ai vécu dans un contexte familial où les gens avaient du mal à comprendre que je ne vois pas bien. Du coup, pour ne pas être différent des autres, parfois je faisais comme si je voyais comme tout le monde. Je prenais un livre, je le mettais à une certaine distance là, et puis je fais comme ça. Tout le monde est sûr que je suis en train de lire. Ça me permettait de ne pas me sentir différent des autres. Mais du coup, quand on n'accepte pas, comme je dis, on se ferme davantage aux possibilités qu'on a. Alors qu'avec l'acceptation, on a dans les autres méthodes de réadaptation qui entrent en jeu. C'est-à-dire les méthodes que les institutions, que l'État met en œuvre et que les associations mettent en œuvre. Parce qu'au niveau de l'État, l'État offre des structures de réhabilitation, de même que les associations aussi, parce que sur ce point au Cameroun, je crois que les associations, les organisations de personnes handicapées ont un grand rôle. Je crois qu'elles sont même les premières instigatrices des grands centres de réhabilitation. Nous avons le CEJAC, par exemple, nous ne faisons la publicité à personne. Nous avons d'autres associations qui œuvrent dans ce sens-là. Merci Claude de nous faire ton témoignage à toi et de nous édifier et vraiment édifier ceux à qui nous sommes en train de vouloir sensibiliser. Que quoique ayant les problèmes avec nos vues, nous pouvons toujours réussir à être acteurs dans la société sans être laissés pour compte. Comme ça, tu as parlé des conventions et des lois et tout ce que le gouvernement fait pour nous, et ça interpelle Dr Ndi. Madame, and so you're really well placed to tell us the things the government, especially Minas, has been doing for people with visual impairment in Cameroon, in particular, and the persons with disability in general. And so, in the recent years, or maybe should I say last year, we had a series of conventions that were ratified in Cameroon. Can you tell us more about that, please? Okay, thank you for giving me the floor once more. The government of Cameroon, in partnership with Minas, has been doing a lot for disabled persons, for persons living with disabilities. There is a 2010 famous law that talks about the prevention, the promotion of persons living with disabilities. But here, it is not on a particular type of disability, it is disability in general. With respect to disability of sight, we have NGOs and associations that the ministry is working with, like Sight Saver, that brought the pilot project in
Cameroon to promote inclusive education. I think that this is the latest approach that they want to include persons living with disability, and most especially persons with visual impairment or blindness, because other types of disabilities they can even manage. They can go to school and they write without the assistance of a braille. They don't write without an assistant of an interpreter. But Site Server with Minas has been doing a lot. They have started pilot schools for inclusive education, and they are striving to expand them to the whole of Cameroon, because it was just a project. They wanted to see how far it can be, and we are just believing that it is going to expand to the whole country, so that persons living with visual impairment. Secondly, Minas had, from the beginning, created special institutions like the Blue Blind Center in Boya that takes care particularly of the visual impaired. And we know that some persons that went there, we have good products that came out, like Prince Emil, who is an artist, is a product from Blue Blind Center, and we count a lot that have been economically and socially reintegrated and economically empowered because of that institution. But now we continue to plead with them that in this sensitization and education, they should not relent efforts, because it is a continuous process. Institutions that are doing inclusive education, they are still lacking back in many didactic materials. We know that for students living with visual impairment, their own education is very expensive. Just their studying materials, it is very expensive to buy the braille materials and the rest. It is very expensive. So we are pleading on the government to continue to assist, to give a subvention to those structures that are already engaged in inclusive education, and why not give special premiums to those visually impaired students that prove good results, that are making an effort, so that it will also encourage those who are behind, who think that they are left behind, to copy that example. And I want to let us know that among the categories of persons living with disabilities, I don't think the visually impaired are the worst. We are not here to categorize. But if we want to talk about the mental disability, maybe they are the worst category, that they need accompaniment throughout their life. So we know physically impaired persons who have made it in life. We talk about the Texano family in the Western Province. It was a family born of 4. All of them were visually impaired, but they made a name. I can remember that when I was in a nurse, I had a teacher who was one of the Texanos family, and he did a very great job, like talking about our co-panelist who is here. He's also a lecturer. Mm-hmm. So we can do. It is not yet over. We can do, as Claude has rightly said, is to start from the concerned himself, and then let the entourage, starting from the parents. Let the parents don't think that investing on children with with a visual impairment, it is expensive, because it's a double expenditure. When they need to go to school, they need a guide to accompany them. When it is time for writing materials, when others pay $350 for their papers, they are going to pay more. But let the first entourage, the family, be that background to promote them. Then the society also will take the relay. But when the parents start to keep them to stigmatize, oh, that school is expensive, when he wants to go somewhere, I need to pay a double taxi fare, I need to send a guide, it start to stigmatize the children, and that is why some of them stay behind. They don't want to go forward. They don't want to pursue their studies. Right, thank you, Madam. Thank you for giving us insight on what the government has done in Cameroon and what the government continues to do. And what really attracted my attention is the fact that the government is promoting inclusive education. And here, of course, we have Dr. Serge Adjeme, who is a teacher, and we know the problem of book famine with the visually impaired. That is, they have had great problems getting access to books in the format that they can
quickly exploit. And so we want to talk here about the Marrakesh Treaty that has come to help us somehow to be really happy that people with visual impairment are at last are going to end this famine, this hunger for reading material. And I think this really concerns you, Mr. Dr. Serge Adjeme. What do you think about the Marrakesh Treaty? And where are we now with the issue of the Marrakesh Treaty? What can we do to move a little, to go forward in this treaty in Cameroon? Okay, thank you for giving me the floor again. Alors, je dirais que l'un des principaux problèmes auxquels le déficient visuel doit faire face, c'est l'accès à la culture, l'accès à l'éducation. Parce que lorsqu'on perd la vue, on ne peut plus lire, on ne peut plus se déplacer. Alors, il y a donc des moyens, on peut dire des moyens de contournement qui ont été mis au point pour que le déficient visuel puisse accéder au savoir. Il y a par exemple l'écriture braille, il y a les ordinateurs, il y a même les téléphones équipés de logiciels vocaux. Mais il faut dire que tous ces éléments qui sont des palliatifs sont assez limités. Limités pourquoi? Parce que il n'est pas évident par exemple d'avoir tous les livres que l'on désire en écriture braille. Tous les livres même qu'on désire en version numérique disponible, puisque à cause des droits d'auteur, il n'est pas permis aux libraires de mettre en fruit, de mettre en lecture libre les documents, les ouvrages. Alors, c'est pour cela que la communauté internationale a pensé qu'il fallait trouver des moyens pour permettre aux déficients visuels d'accéder autant que possible à la gamme de documentation que l'on retrouve dans le monde. C'est pour ça qu'on a donc adopté le traité de Marrakech. Que stipule ce traité? Alors, le traité de Marrakech demande aux éditeurs de rendre disponibles les documents, même les documents récents, rendre disponibles aux personnes non-voyantes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne doit pas être regardant, il doit être tolérant vis-à-vis des organisations qui adaptent les ouvrages pour les déficients visuels. Ça peut être en audio. On peut par exemple lire un ouvrage, faire un enregistrement audio et offrir le document à un déficient visuel. L'éditeur ne doit pas porter plainte pour copie illicite vis-à-vis de ces associations-là, vous comprenez un peu. Donc c'est la même chose pour les ouvrages numériques. On demande que l'on rende disponibles les ouvrages numériques aux déficients visuels. Et même les ouvrages en braille, parce que beaucoup ne savent pas, même les ouvrages en braille doivent recueillir l'autorisation des éditeurs pour pouvoir être transcrits. Donc, le traité de Marrakech donc, vise tout cela afin que les déficients visuels, comme les personnes valides, puissent avoir accès à toute la documentation possible. Alors, le Cameroun a ratifié ce traité au mois de décembre dernier, en même temps que la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Mais, vous savez, au niveau international, il y a toute une procédure. Lorsque les Nations Unies adoptent une convention, pour qu'elle entre en vigueur dans un État, il faut que l'État le ratifie. Mais, après la ratification, pour que la ratification soit effective, il faudrait que l'État signataire renvoie l'instrument de ratification au siège des Nations Unies, afin que cela soit enregistré et que nul n'ignore. Mais le Cameroun, depuis le mois de décembre, bien qu'ayant ratifié ce traité, jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore déposé
l'instrument de ratification au niveau des Nations Unies. Donc ça fait qu'aux Nations Unies, on considère que le Cameroun n'a pas encore ratifié. En tout cas, il n'est pas sur la liste des pays ayant ratifié les traités. C'est quand même quelque chose de bizarre parce que du moment que le chef d'État a signé, l'Assemblée a adopté et que le président a signé, il suffit seulement d'envoyer une lettre aux Nations Unies. Et vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Donc, mais on pense que c'est en bonne voie. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire concernant le traité de Marrakech et ses opportunités. Merci, merci docteur. Je crois qu'il me faut ici apporter une information que le docteur peut-être n'a pas. Le traité de Marrakech a été ratifié en juillet et déjà en juillet 2021. Et déjà le Cameroun a déposé les instruments de ratification et le Cameroun déjà figure parmi les pays qui ont complété la procédure de ratification. Et à l'OAPI, le Cameroun figure comme un pays qui a ratifié. Donc c'est tant mieux. En fait, what I really want to know is even after ratification, even after the country appears as a country that has ratified, are we already benefiting? Claude, do you think there is some special things we can do in order that we benefit from this treaty that we are already part of it, that we have adopted in our law? Do you think there is something that needs to be done? Should we call for help? What do you think we should do? You benefit from this treaty already? Or do you know people who are benefiting from this treaty? I think a lot has to be done because up to this moment, our students who are going to school who are visually impaired, I don't think that there's any textbook, both at the primary, secondary, or the university level that has been transcribed. So if we have to call that the state to make the visually impaired to start to benefit from this treaty, let it be that publishers, the government should instruct the publishers to bring out some certain copies with respect to the number of students that they think are registered in the secondary school institution or in the primary school. But the census should be done to know how many visually impaired are currently going to the primary school worldwide, throughout the country, in secondary school, and even in the university, at the university level. We can even say at the university level, parents can be psychologically and economically prepared to give them to bring the computerized version. But at the primary school and the secondary school, how many parents can afford that? So we have to continue to call on the state that after rectification, let them be an application. Tell publishers that in every 100 copies of the books that you publish, bring just 5. Just bring those 5 that has been transcribed with the bride. I think it will go a way long to help the visually impaired persons to start to benefit. Well, thank you, Madame. Yes, si tu permets, yes, à la suite de l'offre, je voulais justement dire que oui, la ratification, c'est vraiment, c'est quelque chose de grand. Malheureusement, pour le moment, tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas de faits pratiques au niveau de la vie quotidienne, on ne sent pas vraiment cet effet. Mais je veux interpeller à ce sujet les associations de personnes malvoyantes et non-voyantes pour dire que beaucoup de pays attendaient justement que le Cameroun ratifie cette convention pour pouvoir entretenir un certain partenariat avec le Cameroun, envoyer les livres ou les ouvrages déjà transcrits dans un format accessible au Cameroun. Vous savez qu'avant la ratification, même au niveau des échanges, ce n'était pas possible. Alors que maintenant, avec la ratification, il y a quand même cette possibilité. Donc, en attendant qu'au niveau du Cameroun, on ait des effets concrets au niveau de la réglementation,
des maisons d'édition et autres, je pense que les associations de personnes handicapées doivent déjà faire une vaste campagne de sensibilisation auprès de leurs partenaires pour leur dire que le Cameroun a effectivement ratifié la convention et voir donc comment se procurer ces ouvrages-là afin de faciliter la scolarisation ou la recherche au niveau des étudiants. Okay, thank you very much, Claude. And so, what I think what we really notice also is that resource persons in what concerns the Marrakesh Treaty is very lacking in Cameroon, because to find people who know the starting and the end of the treaty and how we can benefit from it in Cameroon is still very lacking. And so surely we need seminars, let them be international, let them be regional, let them be national, to help us get the totality of the benefits of the ratification. And so even as we speak here, there are so many aspects of this treaty that is missing out, and so it's our cry that we need expertise, we need centers, just as Dr. Serge said, we need specialized centers in order to get these books available for us and how to share it to our visually impaired people. Because reading, we read for hobby, we read for studies, we read for so many other things, and so that is why we thought it was important we say something about the Marrakesh Treaty during this sensitization we are doing here. And so I think we are coming to the end of our conversation and our sensitization, and I want to just give the opportunity for each of us to give a conclusion. And may I start with you, Dr. Serge? What can be your conclusive word? I suppose concerning the topic in general. Our come together, our sensitization, in general. Okay. Bon, je dirais donc que le problème de la vue doit concerner vraiment toute la communauté tout entière. Parce que si, de manière directe, la cécité frappe un individu, en réalité, ça a des répercussions sur toute la famille. C'est-à-dire qu'une maman qui a un enfant déficient visuel subit les conséquences de cette cécité. Puisque selon la tradition, quand un enfant naît handicapé, c'est parce que la maman a fait ci, a fait ça. Donc vous voyez que ça, il y a une influence même dans la relation de couple. Ça a une incidence même au niveau des frères, parce que tout le temps, il faut s'occuper du déficient visuel, surtout s'il n'est pas réhabilité, il faut aller là-bas, aller là-bas. Donc vous voyez qu'au niveau même de la famille, la cellule familiale, ça a un impact. Au niveau même de la communauté, on constate que la plupart des déficients visuels vivent de mendicité. Alors, si ces personnes vivent de mendicité directe ou bien voilée, j'insiste parce qu'il y a la mendicité directe et il y a la mendicité voilée. Donc, ça fait que la communauté est obligée de prendre en charge ces personnes d'une manière ou d'une autre. Donc, pour réduire les effets pervers de la cécité, la première chose à faire, c'est d'abord de sensibiliser la société tout entière sur les risques de cécité. Et maintenant, lorsqu'il y a des cas de cécité, puisqu'on ne peut pas jeter à la poubelle les déficients visuels, il faut aussi qu'on sensibilise la société à s'occuper de ces personnes. Quand je dis s'occuper, c'est-à-dire favoriser leur éducation, leur autonomisation, ou alors leur réhabilitation. Donc, lorsqu'on a un enfant, une personne handicapée, on l'oriente vers un centre spécialisé afin qu'il reçoive l'éducation nécessaire à son autonomisation. Et maintenant, sur le plan des barrières sociales, il faudrait que les citoyens en général fassent l'effort d'appliquer la loi.
par exemple, la loi qui accorde certains avantages aux déficients visuels, qui ne sont pas des avantages illicites, mais qui sont des avantages qui sont là pour corriger l'écart qu'il y a entre les personnes valides et les déficients visuels. Ce qui est parfois mal perçu par les personnes valides, qui estiment que c'est une faveur lorsqu'on prévoit par exemple l'exemption de certaines taxes. Je prends le cas lorsqu'on en fait des courriers en braille. La réglementation prévoit que ces documents ne soient pas taxés. Mais il y a des agents de la poste qui refusent de respecter cette réglementation. Au niveau de l'État, on prévoit aussi même dans les écoles, dans la formation des déficients visuels, une exemption de frais de scolarité. Mais on remarque que sur le terrain, que ce soit dans les lycées, à l'université, les responsables d'établissement refusent d'appliquer. Donc, ça veut dire que pour eux, ils s'en foutent des dispositions prises par le législateur camerounais. Et là, moi, j'interpelle donc l'État. L'État doit donc sanctionner tous ces écarts. Tous ceux qui s'opposent à l'application de la loi doivent suivre les sanctions qui s'en suivent. Donc, et maintenant, dernier cas, je dirais aux personnes handicapées, aux personnes déficientes visuelles, de ne pas s'apitoyer sur leur propre sort. Elles doivent se battre parce que on dit la vie c'est un combat. Donc, c'est un premier combat, c'est contre sa nature propre. Et le deuxième combat, c'est contre les autres hommes. Donc, la vie est un combat. Et pour finir avec la citation de Victor Hugo, il dit « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. » Merci. Thank you very much, Doctor. We know, we see these habits of these intellectuals, academicians who talk for a long time. And so, is there something else to say, Claude? Do you have something to add? Madame, do you have something to add to this conclusion? Really, he has touched nearly all the parameters. He has talked to the persons living with visual impairment themselves, with the parents, with the community at large. But what I would like to say here is to continue to plead with the powers that be, the government, with its ministerial department, Ministry of Social Affairs, that they have already started a good work. They should accomplish it, let it go to an end, because as days goes by, new needs are developing, so they should not relent their effort in struggling to accompany persons living with disability in general. They should not relent their effort to see that the new needs that develop with the evolution of the world, modernization, they should also benefit from it. I'm just pleading with them and saying this problem of visual impairment is not only that of the Ministry of Social Affairs we see now. Let the government with the Ministry of Health also struggle to extend sensitization campaign on eye checkups, eye follow-ups, and equip centers, healthcare centers, to also integrate this specialty very seriously. Thank you, Madam. And so, Claude, do you think we should still continue to go to specialized centers with our visual impaired people, or we should adopt the inclusive schooling? Can you conclude on that? Est-ce que tu penses que nous devons continuer à amener nos déficients visuels dans des centres spécialisés ou embrasser l'éducation inclusive? Eh bien, Eveline, à la fin, ta question est un peu elle est pertinente. Mais je pense que les centres spécialisés ont leur place. Les centres spécialisés ont leur place, même si on doit prôner l'éducation inclusive de telle façon que les enfants dits valides puissent côtoyer les autres et les accompagner et comprendre ce que c'est. De même que les déficients visuels puissent se frotter aux autres. Je pense que l'avantage quand même des centres spécialisés, c'est qu'ils aident à ce que je disais tantôt, à la réadaptation, à la réhabilitation. Ces centres apprennent quand même aux enfants
comment se déplacer, comment utiliser la canne blanche, comment faire leur lessive, comment cuisiner, comment repasser. Donc je pense que c'est des centres qui ont leur importance. Si eux-mêmes ils comprennent cette importance, c'est-à-dire s'ils ne se limitent pas tout simplement à la scolarisation. Donc je pense qu'on devrait continuer d'utiliser les deux méthodes. Et si tu me permets, Yes, for sure. si tu me permets en conclusion, en cette journée, je voudrais vraiment interpeller les parents sur l'exposition aux écrans. J'ai été en crèche pendant 5 ans et j'ai vu des parents permettre à leurs enfants de moins de 3 ans de passer toute la nuit devant la télévision, de dormir à 2 heures, d'utiliser le téléphone parce qu'ils sont capricieux, parce qu'ils pleurent, parce que c'est un risque terrible. Je pense qu'en cette journée de la vie, il faudrait vraiment réapprendre à nos autres parents que l'exposition aux écrans est néfaste pour la vue et qu'avant un certain âge, on devrait être assez strict avec l'enfant pour ne pas l'y exposer de manière continue. Okay, thank you very, very much. I want to thank everybody for coming today. I want to thank the structure, Everyday Communication, for receiving us here for free, for giving us their technicians and their equipment for us to be able to do our sensitization. And so what we are hoping is that we shall have opportunities to continue to enlarge our participants or enlarge participants to such sensitization programs. And so we are thinking of the director of the National Fight for the Sight, la lutte le Comité national de la lutte contre la cécité. We are thinking of persons like that. We are thinking of organizations. We are thinking of the World Blind Union. We are thinking of the African Union of the Blind. We are thinking of sight savers, those people who really work for us to be able to have a dignified life, not forgetting the government for sure, that the government shall continue to support us in what we are doing. And so we want to call this educative talk or this sensitization talk to an end, and we need to meet soon again. Thank you very much for coming. And, ton horizon, tu comprends que tu n'auras plus jamais la paix. Diminué, tu es à jamais.